Allez, c'est parti pour un tout nouveau décryptage Prof 4.0 STMG. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, un sujet absolument incontournable du programme de droit, les libertés individuelles et collectives. L'objectif, c'est pas d'apprendre des pages et des pages de définition par cœur. Non, l'idée, c'est de capter la véritable logique juridique qui fait tourner ce chapitre. Une fois que vous avez compris cette mécanique, je vous garantis que tout devient super limpide. Et c'est exactement ce qu'il faut pour cartonner le jour de l'épreuve. Alors on y va, on plonge directement dans le vif du sujet. Et on commence tout de suite avec la grande question, le véritable point de friction. Posez-vous la question, a-t-on le droit de tout faire au travail sous prétexte d'être libre? Sur le papier, c'est clair, tout être humain a des libertés fondamentales. Mais bon, quand on franchit la porte de son entreprise, on signe un contrat de travail, on se soumet à l'autorité d'un patron. Du coup, où s'arrête la liberté personnelle et où commence le pouvoir de l'entreprise? C'est tout l'enjeu, c'est ce conflit permanent que le droit essaie de régler tous les jours. Mais pour bien comprendre, faut d'abord savoir de quelle liberté on parle exactement. Historiquement, le droit a construit un véritable bouclier autour de nous, et ce, en 3 grandes étapes. C'est ce qu'on appelle les 3 générations de droit. D'abord, on a les droits personnels, ceux de la Déclaration des droits de l'homme, liberté d'expression, égalité, propriété. Ensuite, pouf, on fait un bond vers 1946 avec les droits sociaux, super importants dans le monde pro, comme le droit de grève ou le droit syndical. Et enfin, les droits de solidarité, plus récents, liés par exemple à l'environnement. Bon, ces droits, on les possède tous. Et c'est justement là que le problème commence. Imaginez une balance. D'un côté, on a nos fameux droits fondamentaux en tant que salarié. Mais de l'autre, on a le pouvoir de direction de l'employeur. Et oui, lui, il doit faire tourner sa boîte, assurer la sécurité, maintenir la productivité. Si tout le monde tire de son côté, c'est le chaos total. Le rôle du droit du travail, ça va être de trouver un point d'équilibre entre ces 2 forces de la nature. Mais concrètement, comment un juge fait-il pour trancher en cas de gros conflit? Eh bien, voici le secret. Écoutez bien. S'il n'y avait qu'un seul article à retenir pour tout le bac, STMG, ce serait celui-là. L'article L 1121-1 du Code du travail. C'est littéralement votre code de triche. Cet article, il dit très clairement que l'employeur ne peut pas restreindre les libertés d'un salarié, sauf si cette restriction est, attention, ouvrez grand les oreilles pour les 2 mots magiques, justifiée et proportionnée. Bam, toute la mécanique juridique de ce chapitre repose sur ces 2 termes-là. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça change pour vous? Eh bien, à chaque fois qu'un employeur prend une décision qui limite une liberté, on fait passer cette décision à travers ce que j'appelle le test des 2 filtres. Filtre numéro 1, la restriction est-elle justifiée par la nature de la tâche à accomplir? Et filtre numéro 2, est-elle proportionnée au but recherché? Si la décision bloque sur un seul de ces filtres, peu importe lequel, elle est illégale. Fin de l'histoire. C'est la règle d'or pour analyser n'importe quel cas pratique. Allez, on applique ce test au premier grand terrain d'affrontement, la liberté d'expression. Le Code du travail reconnaît carrément le droit aux salariés de s'exprimer sur leurs conditions de travail. Et heureusement. Sauf que, en face, il y a une limite absolue, la fameuse obligation de loyauté. En clair, on ne peut pas abuser de sa liberté de parole pour détruire la réputation de sa boîte ou balancer des injures ou de la diffamation. Ça, en droit, c'est ce qu'on appelle un abus de droit. Et là, attention, beaucoup d'élèves tombent dans le panneau au bac, surtout quand ça parle de réseaux sociaux. Avec Internet, c'est devenu tellement facile pour un employeur de prouver un abus. La règle, elle est stricte. Le juge va chercher à savoir si c'est un espace public ou un espace privé. Un groupe WhatsApp fermé, restreint à 3 collègues de bureau, c'est du domaine privé, on est protégé. Mais un gros coup de gueule sur un mur Facebook ouvert à tous pour insulter la direction, aïe, dérapage sur la place publique. C'est vraiment cette différence qui compte le jour de l'examen. On retrouve exactement la même logique avec le respect de la vie privée. L'employeur, il n'a pas le droit de tout savoir ou de tout dicter. En entretien d'embauche, par exemple, les questions posées doivent impérativement avoir un lien direct avec le poste. On postule pour être comptable, aucune question sur nos croyances religieuses n'est autorisée. La vidéosurveillance, impossible d'installer des caméras sans prévenir les salariés en amont. Et pour la tenue vestimentaire, l'employeur peut imposer un casque ou un uniforme, mais retour à notre fameuse règle d'or, ça doit être absolument justifié par la sécurité ou la tâche à accomplir. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec l'ordinateur du bureau? L'employeur a payé le matériel, il en est le propriétaire, donc la règle de base, c'est qu'il peut tout à fait accéder aux documents et aux mails pro, même si le salarié n'est pas là. Par contre, il y a une limite ultra précise fixée par la jurisprudence, interdiction formelle d'ouvrir un mail dont l'objet contient explicitement le mot personnel ou d'aller fouiner dans une boîte mail privée ouverte sur le PC du boulot. Là, la vie privée reste sacrée.
Bon, on change de braquet, on passe aux droits sociaux et particulièrement au fameux droit de grève. C'est un droit à valeur constitutionnelle, s'il vous plaît. Mais attention, au bac, ne vous contentez surtout pas de dire «la grève, c'est quand on arrête de travailler». Non, non, non. La jurisprudence exige la présence de 3 critères obligatoires. Il faut que ce soit une cessation collective et concertée du travail, donc organisée à plusieurs, et surtout dans le but d'appuyer des revendications professionnelles bien claires. Regardez un peu ce qui arrive à Naola, qui bosse dans une clinique. Un beau matin, elle arrive, l'entrée est complètement bloquée par des manifestants. Elle se dit « je peux pas bosser, je vais aller rejoindre mes copines dans le cortège par solidarité ». Erreur juridique majeure. Si Naola n'a pas ses propres revendications professionnelles à défendre, ou si l'événement ne remplit pas les fameux critères de la grève, pour le droit, elle n'est pas en grève. Elle est en absence injustifiée. Et ça, c'est la sanction disciplinaire directe. Les 3 critères, c'est la clé de tout. Par contre, si on remplit bien tous les critères, là, la grève est 100% légale. C'est magique. Le contrat de travail est mis sur pause, le salarié n'est plus payé, normal, mais il ne peut être ni sanctionné, ni viré pour avoir fait grève. C'est un statut hyper protecteur. Sauf que cette invincibilité, elle s'évapore à la seconde où le salarié franchit la ligne rouge et commet ce que les juges appellent une faute lourde. C'est la limite absolue. Mais alors, c'est quoi exactement une faute lourde? Ce sont des actes extrêmes. Prenez le cas de Samantha, déléguée syndicale qui décide de bloquer totalement l'entrée principale de la clinique, empêchant physiquement ses collègues non grévistes d'aller bosser. Bam, en droit, ça s'appelle une entrave à la liberté du travail. Dès qu'on part dans des actes de violence, des séquestrations ou le blocage total d'une boîte, c'est la faute lourde. Et là, l'employeur récupère immédiatement tout son pouvoir de sanction et de licenciement. Heureusement, pour encadrer tout ça et s'assurer que ça ne tourne pas au western, on a des arbitres dans l'entreprise, des protecteurs. D'un côté, on a le syndicat et ses délégués syndicaux qui sont vraiment là pour défendre nos intérêts et négocier le bout de gras avec la direction. Et de l'autre, on a le fameux CSE, le Comité social et économique. D'ailleurs, petite info à garder en tête, ce CSE devient obligatoire dès que la boîte dépasse le cap des 11 salariés. Leur job, remonter les réclamations et surveiller la santé et la sécurité de tout le monde. Mais vous vous en doutez, pour oser tenir tête à la direction, ses représentants ont besoin d'un vrai filet de sécurité. Et c'est pour ça que les élus du CSE et les délégués syndicaux ont un véritable super pouvoir juridique, le statut de salarié protégé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le patron ne peut pas les licencier comme ça, sur un coup de tête. Il est obligé de demander l'autorisation officielle de l'inspection du travail avant de faire quoi que ce soit. C'est la seule façon de garantir qu'ils puissent faire leur job sans vivre avec la peur au ventre d'être virés. Bon, bilan des courses. Au final, qui gagne vraiment ce fameux bras de fer entre la liberté de l'employé et le pouvoir de l'entreprise? La vraie réponse juridique, c'est qu'il n'y a pas de vainqueur absolu. C'est un équilibre permanent. Le boss garde le droit de diriger, évidemment, mais ses décisions devront toujours passer au crible de notre règle d'or, être justifiées et proportionnées. C'est vraiment la grille de lecture pour plier n'importe quel cas au bac. Mais honnêtement, avec l'explosion du télétravail et des outils de surveillance numérique pilotés par l'intelligence artificielle, est-ce que cette petite ligne fragile entre la vie privée et le pouvoir de direction ne va pas devoir être complètement réinventée? Je vous laisse y réfléchir.